Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème d'actualité, s'il en est, en Israël. On va parler des partis politiques religieux en Israël. Vous n'êtes pas sans savoir que les partis politiques, en tout cas un parti politique religieux, en l'occurrence Agudat Israël, existe en Israël depuis bien avant la création de l'État d'Israël, puisqu'il avait été créé en Pologne au début du XXe siècle. Aujourd'hui, en État d'Israël, nous avons plusieurs partis politiques religieux. Alors, si au début ils pouvaient être apolitiques, aujourd'hui, ils sont forcés, finalement, de s'inclure, de s'inviter dans le jeu politique, surtout en Israël, où finalement, nous sommes sur des enjeux de scrutin proportionnel, où, du coup, les majorités sont plus difficiles à former, il faut faire des coalitions, ça veut dire créer des terrains d'entente entre formations religieuses, et du coup, inclure les partis religieux dans le jeu politique. Tentons d'y voir plus clair, avec Rav Mordechai Bitton, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, intervenant régulier du site, thérapeute de couple et auteur et traducteur de nombreux ouvrages sur différentes thématiques du judaïsme. Et le pilier de l'émission, Rav Israël Meir Kremizi, qui est Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Yosef Meir à Montréal, au Canada, intervenant également régulier du site et aussi thérapeute. Ma première question, alors je vais me tourner vers Rav Bitton. Ce qui serait intéressant d'abord, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, c'est d'abord peut-être essayer de dresser une cartographie des partis politiques religieux. Qu'est-ce que c'est d'abord un parti politique religieux et quels sont-ils ? Alors effectivement, c'est une question fondamentale. Il faut savoir que l'existence de ces partis n'allait pas de soi. Elle a fait l'objet de discussions, Rav Kremizi, je suppose, nous en fera l'écho tout à l'heure, entre les rabbinim d'Amérique et les rabbinim d'Eretz Israël. Les rabbinim d'Amérique n'étaient pas tout à fait d'accord pour la création de ces partis politiques religieux au moment où l'État s'est constitué. Eux, ils étaient plutôt d'avis que les Haredim, les orthodoxes, devraient s'inclure dans le jeu social et en quelque sorte créer des tissus relationnels avec l'ensemble des formations politiques, ce qui garantirait d'une certaine manière une certaine affection des partis politiques. Parce qu'ici, quand on n'est pas acteur du jeu politique, on est aimé par tout le monde. D'accord ? Dès qu'on devient plus politique, là on devient quelqu'un de dangereux et on devient une tête à abattre. Donc les rabbinim américains n'étaient pas tout à fait pour. Mais ici en Eretz Israël, le Chazon Ish, qui était le grand dirigeant spirituellement de la création de l'État, Rav Shach, plus tard, Rav Ovadia Yosef, qui a surgi donc, dans les années 70, 80, eux étaient d'un avis complètement différent. Et donc, ils étaient plutôt d'avis qu'il fallait absolument des partis politiques religieux. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Gdolim, les grands rabbinim d'Eretz Israël ont dit qu'il nous faut des partis pour nous représenter à la Knesset ? Alors pour le comprendre, il faut comprendre ce qui s'est passé avec la naissance de l'Agudat Israël. Pourquoi est-ce que l'Agudat Israël a été créée ? Elle a été créée parce qu'il fallait que le judaïsme orthodoxe, qui notamment après, au début du siècle, et également, encore plus après la Première Guerre mondiale, le judaïsme orthodoxe, en Europe notamment, était visé par des campagnes de dénigrement. C'était l'ère du développement du Bund, c'était les socialistes polonais, juifs socialistes polonais qui voulaient s'inclure dans la révolution prolétarienne tout en gardant leur identité juive. Lénine se moquait d'eux. Il disait c'est des sionistes qui ont le mal de mer. Il y avait également le sionisme laïque qui se développait. Il y avait les idéologies socialistes et puis il y avait l'assimilation en Allemagne. En Allemagne, il y avait des organisations réformistes extrêmement puissantes. Et finalement, on va dire, les organisations qui s'étaient fixées pour objectif, finalement, d'annihiler la spiritualité juive, eh bien, elles avaient la haute main. Donc, il fallait qu'il y ait une organisation qui se crée. C'est ce à quoi, c'était ça le but de l'Agudat Israël, c'était de réagir. Mais ça a été aussi de structurer, ça a été aussi de développer. Mais c'était aussi autre chose. C'est qu'il faut se rappeler que le repeuplement d'Eretz Israël, il n'a pas commencé en 1948. Il a commencé avec les élèves du Baal Shem Tov et du Gaon de Vilna. Et le président Rivlin, qui est le président de l'État d'Israël aujourd'hui, est le descendant des 200 premières familles qui sont venues, qui étaient parmi les premiers émigrants à l'initiative du Gaon de Vilna. Il faut se rappeler que Rabbi Chaim de Volojine, avant même d'ouvrir sa yeshiva, s'était fixé comme objectif de mettre en marche cette alia. Pourquoi ? Parce que le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, c'est une des seules choses sur lesquelles ils étaient d'accord, pensaient qu'on était à l'ère messianique. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail de cette émission, c'est d'autres émissions pour le faire, mais il fallait initier le retour des Juifs en Israël. Et de 1800, on va dire 1800 à peu près, plus minus, jusqu'à 1883, apparition des premiers mouvements sionistes, 50 000 Juifs vont arriver en Israël. Ils vont développer toutes les premières structures économiques. Ils avaient même une police, la Guardia, qui était entraînée par des policiers britanniques. Donc ils étaient là.
Et ils se sont organisés. Mais lorsque les sionistes laïcs sont arrivés, ils ont cherché à supplanter complètement ce qu'on appelait l'ancien Yishuv et à prendre un pouvoir politique. Et ça a culminé en 1924 avec, on va dire, une sale histoire que tout le monde essaie de cacher aujourd'hui en Israël et que tout le monde essaie de dénigrer, c'est l'assassinat de Dehan. Yaakov Dehan était un homme qui a fait tchouva, un Baal Teshuvah, qui est arrivé en tant que sioniste religieux, mais qui a rejoint l'ancien Yishuv, les orthodoxes, et qui a négocié avec les Anglais parallèlement à la sortnout à l'agent juive, et qui disait on peut parfaitement ici en Israël créer une collectivité juive, une collectivité arabe, pas obligé de créer un État. Et il avait compris à l'initiative des Gdolim qu'en réveillant le nationalisme juif, on réveillait aussi le nationalisme arabe. Donc l'avis des Gdolim était qu'il fallait qu'il y ait une organisation puissante qui puisse aussi en Eretz Israël structurer cet ancien Yishuv. Et il a été assassiné sur l'ordre du président Ben Zvi, et notamment donc à l'initiative de la direction de la Haganah. Donc c'était le premier crime politique, et ça, on essaie toujours de le masquer, on dénigre complètement cette histoire. Donc il a fallu, et ça c'est l'origine finalement du comportement des Gdolim, des grands dirigeants en Israël, il a fallu ici résister. Parce qu'ils avaient en face d'eux des gens qui voulaient en découdre. Des gens qui réellement avaient pas seulement pour but disons, de supplanter ce judaïsme-là, ce judaïsme de Torah, mais des gens qui étaient extrêmement agressifs et violents sur le plan politique, militaire et idéologique. On l'a vu plus tard, après la création de l'État d'Israël, où des années 40, avant la création jusqu'aux années 60, plusieurs corps politiques israéliens sont fixés comme objectif de prendre les nouveaux immigrants et de les détacher sur le plan spirituel. On a trouvé aujourd'hui, par exemple, les directives qui étaient données par les dirigeants de la Shomer Hatzaïr, donc la gauche, le MAPAM, aux moniteurs qui rentraient dans les camps. Il faut absolument enseigner aux jeunes que l'on ne peut croire que dans ce que l'on voit, c'est une vérité scientifique. Aujourd'hui, on sait qu'elle est idiote, ça veut rien dire, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu, de la part des dirigeants ici en Eretz Israël, tout simplement une prise en compte de l'agressivité des partis politiques qu'ils avaient en face d'eux. Il faut dire aussi autre chose, c'est que cette agressivité, je vais terminer avec ça, elle ne s'est pas manifestée que vis-à-vis des religieux. Elle s'est manifestée également vis-à-vis de Menachem Begin, vis-à-vis de ce qu'on appelle les révisionnistes, où ils ont été victimes en 1942 d'une campagne de dénonciation systématique, qui était notamment dirigée par Teddy Kollek, qui était l'ancien maire de Jérusalem, qui avait le nom de code de Scorpio, qui travaillait pour les services secrets britanniques et qui dénonçait systématiquement des dirigeants de l'Irgun et du groupe Stern aux Anglais qui les faisaient emprisonner, déportés en Abyssinie. Cette histoire était très connue. Quand la création de l'État d'Israël est arrivée, on l'a cherché complètement, y compris chez les Haredim, à cacher ce linge sale. Pour repartir un peu sur des nouvelles bases. Mais tout le monde avait parfaitement compris le message. Il y avait beaucoup d'agressivité. Il fallait qu'il y ait des corps politiques qui puissent défendre ce judaïsme orthodoxe qui était très, très, très fragile. Rav Kremissi, peut-être pour compléter, j'aurais à la fois la dimension, pour revenir un tout petit peu aussi sur la position des partis orthodoxes côté États-Unis, avec aussi ce qu'on a commencé un petit peu à défricher avec Rav Bitton, la question du sionisme. On sait que ça ne fait pas tout à fait l'unanimité dans les partis entre guillemets religieux aux États-Unis. En tout cas, je pense comme ça rapidement à la Chassidoute de Satmar. Et aussi, la deuxième question, c'est revenir sur l'actualité en fait aujourd'hui de ces partis. Quels sont-ils? Qui sont-ils? Est-ce que parti religieux c'est orthodoxe ou est-ce que c'est aussi autre chose? Tout d'abord, je pense qu'il y a certains partis qui n'ont rien à voir avec la politique et qui sont devenus par la suite politiques. Ça veut dire qu'on va prendre, comme le Rav Bitton a mentionné, le parti Agudat Israël, qui a été créé en 1923 avec le Chafetz Chaim, avec Rabbi Chaim Wasserman. Tous ces partis voulaient créer une certaine, comme on l'appelle Aguda, une certaine unité dans le peuple juif pour avoir une voix et avoir une certaine vision de Am Israël. Ça veut dire qu'il y avait dans ces partis, intéressants, il y avait le Rabbi Rachab, il y avait les rabbis de Brisk, il y avait le Chafetz Chaim, de toutes les communautés juives ensemble, et avoir une certaine voix pour diriger le peuple juif. Ça veut dire qu'il y avait les communautés grandissaient, certaines problématiques à travers le monde, et on devait savoir qu'est-ce que les Gdolim allaient dire et disaient par rapport à certaines problématiques. Donc c'est ça qui a été créé véritablement le parti Agudat Israël. En Amérique aujourd'hui, par exemple, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait seulement, on va dire, un seul parti, le parti Agudat Israël. Ça veut dire que tous les juifs se réunissaient, on va dire les juifs orthodoxes, sur cette coupole de Agudat Israël. Ça veut dire que tout le monde voyait la possibilité d'être tous ensemble sans avoir une discorde dans des partis politiques. En Israël, vous savez que vous êtes un des pays où il y a le plus de partis au monde. Oublions les religieux, je pense que vous avez 25 partis politiques. On va prendre le Canada, par exemple, il y a seulement 3 grands partis,
qu'on fait les élections. Donc, d'abord, la multiplicité des partis n'est pas seulement religieux. Elle est vraiment une création israélienne d'avoir tous les 10 personnes, ils ont un parti. Il y a une fameuse blague qui dit que 2 juifs, 3 avis. Je pense qu'en Israël, elle est véritablement d'actualité d'avoir autant de partis. Au début, il faut savoir que faire partie de la politique était une discussion véritable. Est-ce que, en faisant des partis politiques, on n'accepte pas aussi le concept du sionisme? Beaucoup de rabbinim, par exemple comme le Rav de Brisk, voulaient rien savoir des partis politiques. Pourquoi? Ils étaient contre le sionisme. Donc, ils disaient que travailler avec le gouvernement était accepter certains concepts inacceptables du peuple juif. Comme par exemple le Chilou Shabbat, les filles qui allaient à l'armée, donner certains pouvoirs et faire partie de certains concepts qui sont contre la halakha. Il y a eu d'autres rabbinim, comme par exemple le Chazon Ish, comme le Rav Bitton l'a mentionné, où il a dit que si on voudrait gagner certaines batailles, on ne pourra pas dire gagner la guerre, mais si on veut gagner certaines batailles dans le gouvernement et préserver certaines problématiques qui nous tiennent excessivement à cœur, on est obligé de rentrer dans la politique. Exemple, que les auditeurs comprennent bien, on va prendre le cas des mariages et des divorces. On sait qu'il y avait une demande au début de la création. Qu'est-ce que nous allons faire avec les mariages? Allons-nous permettre des mariages que religieux ou allons-nous nous permettre des mariages civils? Ce qui aurait pu créer énormément de problèmes de mamzerim, des problèmes de mariage hommes et femmes qui seraient pas, on n'aurait pas pu contrôler. Donc, pour pouvoir contrôler le gouvernement et savoir et s'assurer un minimum de judaïcité dans le gouvernement, c'est pour ça que les rabbinim ont dû rentrer dans la politique pour pouvoir maintenir un minimum de statut juif. Exemple, la cacheroute minimale dans tout Eretz Israël, dans l'armée, maintenir les mariages, que le rabbinat, il a le pouvoir sur les mariages, que le rabbinat a le pouvoir sur tous les divorces en Israël. Donc, vu qu'il y a eu des problèmes où on a dû rentrer dans le gouvernement pour pouvoir résoudre ces problèmes, c'est ça qui nous a obligés d'apporter les partis religieux dans les problématiques politiques. Avec le temps aussi, il faut savoir qu'il y avait à l'époque que le parti Agouda, après il y a eu le parti Gimel de Rav Shach, puis il y a eu la partie Chasse de Rav Ovadia Yosef, et après chacun a compris qu'il y avait certaines demandes de sa population et que sa population n'était pas obligatoirement représentée de la bonne façon qu'elle le voulait. Donc, on a créé des différents partis qui vont avoir certaines demandes différentes, mais il ne faut pas oublier que véritablement, les partis religieux vont tous s'entendre sur les grands principes. Point de vue, principe de cacheroute, principe de mariage, principe de divorce, principe de Shmirat Shabbat. Après, par la suite, pour pouvoir avoir des différences dans comment on va gérer les choses, alors là, on va avoir différents représentants qui vont représenter les Sfaradim d'une certaine façon, les Ashkenazim d'une différente façon, les Chassidim d'une différente façon, mais il ne faut pas oublier qu'après tout, les partis politiques en Israël sont rentrés dans la politique pour pouvoir maintenir une base minimale de judaïcité dans le gouvernement et dans la terre d'Israël. Alors, la question qui est importante pour continuer sur sur l'idée que vous développez, Rav Kremissi, c'est de savoir finalement si la religion et la politique sont congruents, est-ce qu'ils sont compatibles. Je vais aller plus loin. Est-ce que ces partis aujourd'hui, est-ce que la religion ne devrait pas s'inclure dans les formations traditionnelles de façon beaucoup plus forte? Je parlais du Likoud ou des travaillistes, pour prendre deux grandes formations, en tout cas historiquement dans l'État d'Israël. On pourrait parler de Carole Lavan, mais c'est encore un autre sujet. Mais finalement, voilà, on voit l'exemple par exemple allemand, avec la CDU, les chrétiens démocrates de Angela Merkel. Est-ce que les religieux n'auraient pas finalement besoin, pour leur survie, de s'inclure vraiment dans les formations existantes, plutôt que de faire bande à part? Alors, ici, on est au cœur un peu du sujet. Comme l'a dit Rav Kremissi, au départ, la question, c'était si finalement on a des partis politiques et qu'on rentre à la Knesset, d'une certaine manière, on valide la création d'un État dont on sait très bien que ces structures juridiques, notamment, sont des structures très opposées à la Torah. Pas seulement qui ne tiennent pas compte de la Torah, mais même parfois opposées. Donc, le Chazon Ish, lui, avait cette politique-là. Et c'était la politique de Rav Shach, c'était aussi Rav Ovadia Yosef. Ils ont dit finalement, le Chazon Ish, il avait une formule, lui. Il disait, chaque pierre qu'on va nous jeter, on va la ramasser pour créer une synagogue. C'est-à-dire qu'en fait, on va
exister dans le paysage social, d'abord, israélien, parce que chaque juif qui vient ici en Eretz Israël n'est pas si étranger que cela à la tradition et au judaïsme sinaïtique, d'abord, avant toute chose, d'accord ? Alors ça aussi, c'était au cœur d'un certain débat entre Rav Kook, par exemple, et les Gdolim, les grands dirigeants comme le Rav Brisk ou le Chazon Ish ou autres, etc. D'accord ? C'était finalement, comment est-ce qu'on considère ces gens-là qui ont finalement, qui sont venus s'installer en Eretz Israël ? Comment on les regarde ? D'accord ? Alors effectivement, en 1989, dans le fameux discours des lapins où Rav Shach avait stigmatisé la gauche en disant finalement, mais en quoi vous êtes juif ? Vous élevez des cochons, vous avez des lapins. Il raconte comment tous les dirigeants des partis politiques de gauche ont littéralement tenté de détruire sur le plan spirituel des générations entières. Donc, il y avait, de la part des grands dirigeants israéliens, des grands rabbinim, il y avait cette idée que les gens qu'on avait en face de nous étaient des gens auxquels il fallait savoir donner une certaine considération. Ça a été le cas, par exemple, pour Rav Ovadia Yosef dans l'interrogation avec Yitzhak Rabin, à Manoach, également avec Shimon Peres. Ça a été le cas également dans le regard qu'ils avaient aussi sur Ben Gurion, qui était de certaine manière assez hostile, mais Ben Gurion lui-même disait « Moi, je ne serai pas celui qui va détruire Yavne et ses Chachamim ». On se souvient qu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait négocié la création de Yavne, qui était la ville dans laquelle les Chachamim sont venus se poser pour créer la Torah orale qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Et donc, lui, il dit « Moi, je ne vais pas détruire Yavne, je vais laisser les Chachamim s'exprimer ici ». Simplement, ce qui était en jeu, c'était de savoir finalement comment est-ce qu'on regarde ces gens-là. Est-ce qu'on tient compte de leur hostilité ou pas ? Alors, pour répondre à votre question, et Rav Kremezi l'a dit, et je voudrais revenir sur ça maintenant. Il y a plusieurs partis politiques aujourd'hui qui représentent les Sfaradim, les Chassidim et les Lituaniens. D'accord ? C'est les grands trois courants. Ils s'entendent très bien donc sur les grands principes, et chacun représente des publics qui ont besoin de cette représentation politique. Pourquoi ? Parce que ces publics sont des publics qui, aujourd'hui, ont à la fois une certaine manière de participer à la vie collective et en même temps, ils ont certains besoins. En face, on les traite de partis sectoriels qui défendent un certain secteur de la population, mais c'est faux. Et là aussi, il y a quelque chose, c'est pour aller dans le sens de ce que vous dites, faire de la politique et être dans un parti politique et faire exister un parti politique aujourd'hui en Israël, c'est participer à la vie publique. Mais c'est y participer en y apportant l'originalité de sa démarche. Les Sfaradim de Chasse, par exemple, ont beaucoup insisté. Chasse s'est constitué sur le social. Chasse, par exemple, a complètement supplanté ce que la gauche, dans la conscience collective, aurait dû faire. A complètement supplanté. Ce sont des Haridim, et notamment lituaniens, qui avaient étudié à Poniovitch, comme Lopolyansky, par exemple, qui ont créé Yad Sarah. Ça veut dire qu'ils se sont hyper investis dans l'activité sociale, mais cette fois-ci pour tout le monde. Ça veut dire de la personne la plus éloignée de la pratique jusqu'à la personne la plus engagée. Tout le monde peut se journer aujourd'hui vers Ezer Mitzion, vers Yad Sarah, vers des organismes sociaux qui ont été l'émanation de gens qui ont aussi participé à l'essor des partis politiques. Donc, pour leur survie, mais aussi pour le bien de la nation, il est très très bien que chacun en Israël ait finalement sa représentation politique, mais cette représentation politique, il faut le comprendre, n'est pas sectorielle. Elle est basée sur le fait que chacun a cherché ici l'intérêt général. Il faut bien le comprendre. Je vais vous donner un autre exemple. Torah Box, par exemple. Torah Box envoie des rabbinim dans des bases de soldats. Et parce que Torah Box fait en soutenant le moral des soldats, en les confortant, en leur disant, voilà, le peuple est derrière vous, et on est avec vous, et on prie vous, eh bien, figurez-vous que tous ces organismes orthodoxes, ces partis politiques, et les organismes sociaux qui, finalement, tournent autour de ces partis politiques, ou sont en relation avec ces formations politiques, le font à une échelle encore plus grande, à l'échelle israélienne. Donc, je pense que, au contraire, là, maintenant, dans la réalité politique israélienne aujourd'hui, ce débat, il est clos. Il faut qu'il y ait des partis politiques Haridim orthodoxes, et il faut que ces partis continuent à faire ce qu'ils ont fait de mieux depuis le départ, c'est-à-dire représenter évidemment leur public, parce que c'est nécessaire, mais aussi favoriser des activités, des actions sociales dont tout le monde reconnaît l'utilité aujourd'hui. Je veux dire, ils ont pris la place de l'État dans plein de domaines. Mais alors là, c'est tout le paradoxe, Rav Kremezi, c'est que finalement, ce que vient de nous expliquer Rav Bitton, c'est qu'il y a une opposition qui s'est créée entre la gauche israélienne et les partis religieux, alors que finalement, dans les valeurs défendues, normalement, il y a des passerelles qui sont évidentes, surtout sur le plan social. Et finalement, aujourd'hui, dans l'échiquier politique, les partis religieux, en tout cas orthodoxes, se retrouvent plutôt sur la droite. C'est ça qui peut être un petit peu paradoxal. Tout d'abord, il faut savoir qu'entre la gauche et la droite, c'est quoi la différence dans les partis politiques ? Les partis de gauche, généralement, ce sont des partis que, par rapport à ce qu'on ressent, et on va avec le mouvement de la vie,
on va prendre au Canada, en Amérique, dans le Parti général, alors, comme le sentiment de la populace, alors les partis vont y aller. Les partis de droite ont plus une partie de conscience que ça veut dire que pas tout ce qu'on a envie va être permis. On va avoir une conscience politique, on est là, on comprend, oublions un peu les religions, qu'il y a certaines choses que même si les citoyens le veulent, mais en tant que dirigeant de la citoyenneté, on a une certaine demande de devoir garder certaines mœurs. Exemple, on va prendre des mariages, on va prendre certaines problématiques que souvent les partis de gauche, vu que la population le veut, alors ils vont faire passer ces lois. Les partis de droite comprennent que c'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est capable de tout accepter. C'est quoi un juif et c'est quoi la religion? Il y avait une fameuse histoire de Aristote, où Aristote un jour a donné un cours de morale très élevé et un de ses élèves avait une question. Il est parti voir Aristote et a vu Aristote dans une situation très très embarrassante. Et il lui a demandé, mais monsieur le maître, comment êtes-vous capable d'enseigner de la morale à un niveau tellement élevé et de l'autre côté se comporter d'une façon si basse? Et Aristote lui a dit, mais on n'est pas à l'école ici, on n'est pas à l'université, je suis chez moi. Ça veut dire, est-ce que la Torah se fait et la religion se pratique dans la maison ou bien elle a une connotation à chaque seconde de ma vie? Je me lève le matin, comment je mange, comment je bois, comment je vis. Exemple, avoir une synagogue, est-ce que c'est un plus ou c'est un devoir pour chaque juif d'y avoir? Avoir des mikvés accessibles pour les femmes, est-ce que c'est un problème de religion ou c'est un problème de société? Est-ce qu'avoir une conversion acceptée d'après la Torah, c'est un problème de religion ou c'est un problème de société? La Torah, elle nous dit qu'on n'est pas capable de vivre sans la Torah. Ça veut dire que les partis politiques ont été obligés de prendre et de s'adapter à certains partis qui ont compris, plutôt la droite, que c'est pas ce que tu veux que tu fais, mais il faut avoir une certaine conscience. Alors chez les partis, c'est la conscience psychologique, la conscience sociale. Chez nous, c'est la conscience de la Torah. Mais on est d'accord sur un principe qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et les partis religieux, principalement, ils ont voulu faire comprendre au gouvernement que ce que vous appelez de la religion, pour nous, c'est pas de la religion, c'est la vie de tous les jours. Je suis obligé d'avoir un mikvé pour femmes. Je suis obligé d'avoir une yeshiva où on va pouvoir mettre nos enfants séparés, garçons et filles. Je suis obligé d'avoir un endroit où pouvoir aller prier. Je suis obligé d'avoir certaines choses qui vont faire partie tous les jours. Je suis obligé de contrôler des conversions parce qu'un jour, ces enfants vont se retrouver dans les classes de mes enfants et dans les classes de vos enfants, ils vont devoir se marier. Donc, ça veut dire que quand on va prendre, par exemple, les partis en Allemagne que vous avez parlé, ils sont d'accord sur des grands principes. Mais dans la Torah, on ne peut pas être d'accord. Exemple, avons-nous le droit d'envoyer des soldats à la guerre? Avons-nous le droit de prendre une décision? Est-ce que 100 000 soldats vont risquer leur vie? Ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question halachique. Dans quel cas le président, le premier ministre, le ministre a-t-il le droit de risquer la vie de ses concitoyens? Ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question halachique. Combien on va pouvoir aider, par exemple, Ezer Mitzion? Combien on va pouvoir aider telle association? Est-ce que cette association, elle est primaire sur une autre association par rapport à ses besoins et ses demandes, ou elle va être secondaire? Est-ce que ça rentre dans les critères de tzedaka, dans les critères de chesed, dans les critères de devoir? Si j'ai 100 000 euros ou 100 000 shekels, où je dois les investir? Dans les écoles, dans les collèges, dans les yeshivot, dans rajouter des lumières, dans envoyer des personnes au fin fond du monde pour augmenter du business? La Torah, elle va gérer notre vie dans notre quotidien. Donc, si on veut faire partie du gouvernement et on veut véritablement vivre une Torah juive, je suis obligé de me mêler à chaque détail de la vie du gouvernement. C'est pas comme les chrétiens qui ont la vie et dessus ils ont la religion. Chez nous, la religion, elle fait partie intégrale de chaque mouvement, de chaque dollar, de chaque pas que je vais faire pour construire mon pays et mon avenir. La Torah a quelque chose à dire. Et si on veut faire partie de cet état, alors je suis obligé de m'intégrer totalement et je ne peux pas être majoritairement d'accord sur beaucoup des partis qui n'acceptent pas le joug de la Torah et qui veulent un petit peu aller avec certaines façons de penser, comme le Rav l'a dit, totalement
en désaccord de la Torah, même si on risque de perdre de l'argent si les bus vont pas circuler Shabbat, mais le Shabbat n'est pas négociable ni pour 1000, ni pour 100 000, ni pour 1 milliard de dollars, parce que Shabbat, on ne le transgresse pas. Et si je fais partie d'un parti politique qui permet la profanation du Shabbat, alors c'est que j'accepte que le Shabbat est négociable. Et ça, la Torah ne le veut pas. Merci beaucoup, Rav Kremizi. Alors, Rav Bitton, est-ce que maintenant qu'on a un peu brossé la façon dont les partis religieux s'incluent dans la vie en Israël, je voudrais qu'on essaye de balayer rapidement leurs principales revendications aujourd'hui. Religieuses, on les comprend. On a beaucoup parlé de Shabbat et je crois qu'on n'a pas besoin de rabbin dans la cité pour comprendre qu'aujourd'hui l'enjeu est beaucoup porté sur le Shabbat. D'ailleurs avec un parti de droite, Israël Beitenu, qui lui-même, c'est tout le paradoxe qu'on continue de creuser, est peut-être aujourd'hui le parti le plus anti-religieux, puisque j'ai vu qu'à Ramat Gan, où les bus, le service spécial de bus de Shabbat n'est pas passé, n'a pas été voté, grâce aux travaillistes, alors que Israël Beitenu, donc très à droite, avait voté pour, avec Meretz, les communistes. Voilà, le jeu des alliances. On peut retrouver quelques similitudes sur d'autres sujets en France, mais c'est quand même assez cocasse de le souligner. Ça n'est pas surprenant. Il faut se souvenir que Nathan Yalin-Mor, qui a été un des membres du groupe Stern, classé très à droite, entre guillemets, parce qu'il faut comprendre que c'est classé, ça ne veut rien dire, est devenu un des grands porte-parole de l'extrême gauche. Et il faut savoir que ce qui fait que ces gens-là se rejoignent, c'est simplement une certaine haine cultivée, une certaine ignorance finalement cultivée de la Torah. Alors, je vais avancer dans votre problématique. La revendication des partis religieux aujourd'hui, elle est triple. On l'a dit aujourd'hui, c'est finalement d'assurer un service minimum sur le plan spirituel dans la société israélienne. Il faut le redire parce qu'il faut que nos auditrices et auditeurs le comprennent bien. C'est important. Il y a une légitimité qui est fondamentale parce que c'est avant tout à tout cela que ça sert. Deuxième chose maintenant, l'éducation. Pardonnez-moi Rav Bitton, juste service minimum, Shabbat. C'est-à-dire Shabbat, Kashrut, Mikvé, synagogue, conversion. On sait qu'aujourd'hui, les réformistes mettent des grandes batailles sur les conversions, et pour cause. Parce que ça leur permettrait d'engouffrer ici toutes sortes de gens. Un grand nombre d'électeurs. Bien sûr. Ouais. Et qui seraient des électeurs pour Lieberman et autres, etc. Mais tout est politique, ici, tout le monde l'a bien compris. Ouais, on n'est pas naïf, on n'est pas tombé de la dernière pluie. Et puis, il y a deuxième revendication, c'est l'éducation. Et là encore, c'est extraordinaire, parce que les gens qui sont les propagandistes anti-religieux, ils disent, vous êtes sectoriels, vous voulez de l'argent pour vos yeshivot. Mais dites-moi, mes chers amis, qui aujourd'hui a créé le réseau du Chinuch Hatzmaï, qui sont des écoles totalement indépendantes, Sfarad ou Ashkenaz, dans lesquelles des milliers d'enfants israéliens venant de familles vaguement traditionnalistes, voire non religieuses, rentrent leurs enfants parce qu'ils en ont assez du système public, qui est aujourd'hui un système dans lequel on n'enseigne rien. Rien en termes de valeur, je veux dire. C'est-à-dire que vous avez des professeurs de Tanakh qui racontent la Bible comme une fable et qui se moquent de ce qu'ils racontent, qui vous enseignent que vous et moi, nous descendons du singe, etc., etc., etc. Eh bien, il y a des milliers de parents aujourd'hui en Israël qui vont mettre leurs enfants dans le Chinuch Hatzmaï, c'est-à-dire le réseau éducatif indépendant créé par les orthodoxes et par les Sfaradim et les Ashkenazim, pour leur permettre d'avoir accès à la fois à des études profanes de très haut niveau et en même temps à un judaïsme authentique qui leur permet de se familiariser avec les concepts de base du judaïsme. Or, qui a créé ça ? Les Haredim, les orthodoxes. Au service de qui ? Au service de l'ensemble de la nation. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, tous ces gens-là ? Ils vont tous à la yeshiva ? Pas du tout. Certains vont à la yeshiva, et d'autres rentrent dans la vie active avec un bagage de judaïsme extrêmement fort. Donc d'abord, la deuxième revendication, c'est l'éducation, et là encore, pour qu'à la fois il y ait des yeshivot en Israël, bien entendu, et des kolélim, défendre les budgets des yeshivot et des kolélim. Toujours avec cette idée que depuis la création du peuple juif, c'est-à-dire depuis que Yaakov Avinu a eu ses enfants, il y a toujours eu des tribus, Lévi notamment et Issachar, qui étaient dévolues à l'étude de la Torah. Donc il faut que ça soit défendu. C'est encore quelque chose de collectif. Mais ça, un esprit ultra-laïque ne peut pas le comprendre. Et je peux comprendre. Il faut beaucoup de pédagogie pour l'enseigner. Oui, tout à fait. Troisième revendication, et non des moindres, c'est le social. Qui fait du social aujourd'hui ? La gauche israélienne. Qui fait du social aujourd'hui ? La droite israélienne. Lieberman fait du social. Meretz fait du social. Tous ces gens-là ne sont obsédés que par une chose, détruire les partis orthodoxes, limiter l'influence de la Torah, repousser les barbus dans leur coin, etc. Qui s'intéresse aujourd'hui au social ? Chasse, Dégel la Torah et Agudat Israël et quelques bonnes âmes dans tous ces partis politiques pour des raisons diverses et variées. Voilà la principale de ces revendications. Et encore une fois, les autres vont dire c'est sectoriel parce que vous voulez de l'argent pour vos yeshivot. Non, c'est pas vrai. Comme d'habitude, ces partis sont des partis qui, en fait, défendent la nation. Ils défendent l'intérêt du peuple.
Il s'intéresse au peuple, il s'intéresse aux plus démunis. Aryeh Deri, par exemple, avait basé sa campagne sur les shkoufim, les gens dont personne ne tient compte. Ça n'est pas une vue de l'esprit. Chasse connaît tous ces gens-là. Chasse s'occupe de tous ces gens-là. J'en veux pour preuve également que s'il y a une formation aujourd'hui qui s'occupait des problèmes sociaux des nouveaux émigrants français, voilà, c'est justement Chasse. C'est justement Chasse. Qui réclame le portefeuille du ministère de l'AIA et de l'intégration. Exactement. Est-ce que c'est la gauche qui l'a fait? Est-ce que c'est Lapid qui l'a fait? Est-ce que c'est même la droite qui l'a fait? Très mollement. Mais ceux qui l'ont fait avec beaucoup de force, c'est les partis orthodoxes. Et ils l'ont fait toujours dans cette idée que les Gdolim, les grands, avaient impulsé chez tous les activistes et les militants, c'est occupez-vous du peuple, mais de tout, de leur Torah, de leur Neshama, de leur esprit, mais aussi de leur poche, qu'ils puissent vivre, qu'ils aient une possibilité de vivre ici. Donc voilà, c'est les revendications, et je pense qu'elles sont bien plus que légitimes. Merci Rav Bitton. Dernière question pour conclure notre émission. Alors on a évoqué les partis orthodoxes. Il y a quand même des partis aussi sionistes religieux aujourd'hui qui ont une grande importance sur l'échiquier politique israélien. Et je voudrais qu'on en parle assez rapidement pour voir quelles sont leurs ressemblances, en quoi est-ce que finalement ils portent des revendications peut-être semblables aux partis orthodoxes, et qu'est-ce qui fait aussi leur spécificité. Rav Bitton. Alors, il faut dire qu'au début, il y a eu à la naissance du mouvement sioniste, donc un débat. Et les Gdolim orthodoxes disaient qu'il ne faut pas rentrer dans le mouvement sioniste. Par contre, les rabbinim des mouvements sionistes religieux ont dit qu'il faut s'inclure dans le mouvement sioniste. Avant la création de l'État d'Israël, les courants dits sionistes religieux se sont inclus dans le mouvement sioniste, pensant ainsi pouvoir l'influencer de l'intérieur. Avec le temps, en fait, les partis sionistes religieux se sont un petit peu divisés. Et représentent des publics un petit peu différents. Il y a un homme dont on parle très très peu aujourd'hui, mais qui est passé par là, qui s'appelle Rav Mordechai Eliyahu. Moi, je l'ai connu de très près. Et c'était un grand kabbaliste, c'était un grand décisionnaire. Et lui, il a récupéré toute une partie du tzibour, du public sfarad, qui était finalement emmené par le Mafdal, par le parti sioniste religieux, et finalement a fait une action de diffusion de la Torah, de la halacha et de l'étude dans ce public. Et il a permis à ce public finalement de développer le pôle dans le mouvement, dans le secteur sioniste religieux, le pôle d'Ichardal, c'est-à-dire nationaliste orthodoxe. D'accord ? Alors, il y a plusieurs pôles aujourd'hui dans les partis sionistes religieux, parce qu'on retrouve des gens aussi qui sont parfois très hostiles aux partis orthodoxes, mais on retrouve aussi des gens qui sont très très proches des partis orthodoxes. Au moment, par exemple, de l'évacuation unilatérale de Gush Katif, eh bien, une grande partie donc des militants sionistes religieux qui étaient là-bas venaient poser des questions à Rav Shmuel Auerbach, qui lui a été le grand rabbin lituanien, n'est-ce pas, qui après le départ de Rav Shach était en opposition avec Rav Steinman. Donc c'est un secteur aujourd'hui qui est un secteur d'opinion, on va dire, où les opinions sont extrêmement mélangées. La colonne vertébrale, c'est toujours la défense d'Eretz Israël comme valeur centrale sacrée, avec un certain nombre d'autres choses qui vont avec. C'est pas toujours en accord, évidemment, avec le monde orthodoxe. Mais comme je l'ai souligné, il y a aujourd'hui quand même pas mal de ponts qui se sont créés, malgré le fait qu'il y a de toute évidence, évidemment, des oppositions et des différences, mais il y a des ponts. Il y a des ponts parce que, finalement, la population sioniste religieuse aujourd'hui en Israël est aussi une population qui, dans certains secteurs, s'est beaucoup renforcée sur le plan de l'étude, sur le plan spirituel, et donc c'est plus rapproché des thématiques de défense du Shabbat, de la halacha ou autres, etc., que d'autres secteurs. Voilà. À part ça, il y a effectivement toujours une opposition avec les partis orthodoxes sur l'armée. Effectivement, les partis orthodoxes disent qu'il faut que nos jeunes aillent à la yeshiva et que, finalement, étudier la Torah, c'est permettre au peuple qui réside ici à Sion d'avoir aussi une défense spirituelle, et c'est aussi très important. Eux disent qu'il faut absolument s'engager dans l'armée, il faut aussi avoir une participation active aujourd'hui dans l'armée, et ils donnent à cette participation une valeur idéologique. Alors, c'est effectivement un point qui est un point ici de débat ancien et profond entre le monde orthodoxe et le monde sioniste religieux. Merci Rav Bitton. Rav Kremidi, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce point-là ? Peut-être juste répéter ce que le Rav Bitton a dit. Les deux principes sont, le premier, est-ce qu'on fait partie de la politique parce qu'on a choisi ou bien parce qu'on a été forcé ? Les partis religieux sont rentrés en politique un petit peu à contre-gré, parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations difficiles, tandis que les partis sionistes religieux ont accepté depuis le départ et ils sont rentrés avec beaucoup plus d'entrain en politique. Et numéro 2, ce sont les décisionnaires halachiques. Qui va décider quoi? Et la vision qu'on a pour ce nouveau peuple israélien judaïste, avec une judaïcité, est-ce que des fois on peut faire certains compromis ou pas? Les partis ultra-orthodoxes refusent aucun compromis et ils veulent une traduction
ultra-orthodoxes avec Massoret, tandis que les partis sionistes ont fait certaines concessions. Et sur ça, nous avons les désaccords, entre autres, le Rav Mordechai Eliyahu et le Rav Obadia Yosef, qui étaient souvent en désaccord sur cette transmission de halakha, cette transmission qu'on va donner à nos jeunes. Est-ce que on fait certaines concessions ou bien on reste avec une massorette bien claire et bien précise qui appartenait à nos avot et à nos grands-parents depuis toujours. Pourquoi aujourd'hui, justement, 2, voire 3 partis orthodoxes en fonction de l'échelle du scrutin? Sur les scrutins locaux, on l'a vu à Jérusalem lors des dernières élections, avec 2 partis ashkénazes orthodoxes, l'Itaï, lituanien et chassid, et un parti séfarade, alors que finalement, ils portent les mêmes revendications. Pourquoi se scinder? Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt justement à essayer de faire un bloc beaucoup plus compact et à s'unir tous ensemble? Tout d'abord, je pense qu'il faut savoir que quand on parle de Torah, on serait tellement bien si on avait la science pure de ce que la Torah, elle veut. À l'époque du Kohen Gadol, il y avait le Melech, le roi avait un Kohen Gadol. S'il y avait la moindre problème, on avait le Urim Vetumim, on avait le pectoral du Kohen, on lui demandait une question, on avait des prophètes, donc on savait exactement ce que Dieu voulait. C'était pas compliqué. On avait une connexion Wi-Fi Internet à la 18G, savoir la volonté de Dieu. Si on était à l'époque, je vous aurais dit, on n'aurait eu ni chasse, ni guimel, ni etz, ni rien. On aurait eu un parti, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait A, qu'est-ce qu'on fait B. Donc ça, serait la première chose. Aujourd'hui, on a un peu un monde différent, avec des rabbanim différents. Quand on arrive à une problématique, on ne va pas dire de blanc ou noir, pas est-ce qu'on est Mechalel Shabbat, est-ce qu'on transgresse Shabbat ou on garde Shabbat, ou bien quand on va arriver sur une idéologie, à savoir est-ce qu'on va pousser vers cette idéologie ou bien on va la laisser faire. Je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre. On a un problème en Israël par rapport à la Shmirat Shabbat, au garde du Shabbat dans les magasins à Yerushalayim, à Machane Yehuda et ainsi de suite. On va avoir 2 approches. Le monde ashkénaze qui va aller faire des Afghanot, ils vont aller faire des pétitions, ils vont aller dans la rue, Shabbat, 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 Shabbat. À quoi ça sert? Je ne sais pas trop. De l'autre côté, on a l'approche séfarade du Rav Shlomo Amar, par exemple, qui est parti parler à travers les marchands, leur demander de faire Shabbat. Ça veut dire qu'il y a certains moments dans la vie où on doit prendre des décisions. Tout le monde est d'accord qu'on doit faire quelque chose pour garder le Shabbat. La façon de faire, elle peut totalement différencier entre 2 rabbanim, entre 2 individus. Je pense que les partis religieux, principalement, ils veulent savoir, c'est qu'au moment où on va avoir une question qui va être tranchante, à qui on va demander? Est-ce qu'on va demander à tel Rav ou à tel Rav? Au moment, le Rav Obadia Yosef a dit, comment ça se fait que les séfaradim vont avoir et vont devoir avoir des halachot qui vont être seulement respectés que pour les ashkenazim? Par exemple, les kashrut. Est-ce qu'une kashrut pour un séfarade, elle est suffisante pour un ashkenaz ou l'inverse? Pourquoi on ne peut pas avoir une kashrut qui va être bonne pour les séfarades et une kashrut qui va être bonne pour les ashkenazes? C'est un problème qui est normal où tous les deux veulent pouvoir manger d'après leur rite et leur façon, la façon de faire. Numéro 2, les partis ultra-orthodoxes ashkénazes ont très peu de gens traditionnalistes comme nous avons chez les Sfaradim. Par exemple, chez les Sfaradim, nous avons beaucoup de gens qui sont Shomer Shabbat, qui leur femme va aller au mikvé. Ils vont pas mettre souvent la kippa peut-être, pas souvent les tzitzit, mais ils n'ont rien contre le judaïsme. Ils sont peut-être pas aussi pratiquants, mais ils n'ont pas cette haine, on va dire, qu'ils ont essayé de créer en Israël dans des kibbutzim, Shomer Hatzaïr, contre le judaïsme. À l'inverse, les Ashkenazim, ils vont avoir différentes approches. Ou bien on est pour, ou bien on est contre. Donc, quand on va parler gouvernemental, quand on va parler de loi, on doit prendre aussi qu'il y a une populace qui est différente. Comment approcher ces difficultés par rapport l'un avec l'autre? Le monde séfarade, par exemple, va pouvoir être beaucoup plus tolérant, à savoir à créer des écoles où on va peut-être pas obligatoirement aller tous à la yeshiva. On a vu dans différents endroits, chez les Sfaradim, au Maroc, à Aix-les-Bains, où des enfants ont fait du chol, ont fait des études profanes et pourtant ne sont pas sortis contre la Torah. Dans d'autres endroits, par exemple à Ascala, dès qu'on a touché les études profanes, ils sont obligatoirement sortis du chemin de la Torah. Donc cette vision aussi, à savoir est-ce qu'on va diriger tout le monde d'une différente façon, séfarade, ashkénaz, thémanim, ou bien on doit aussi aller avec notre passé, avec qui on est, comment on ressent les choses. Et les partis politiques sont aussi basés à savoir d'avoir une éducation pour nous,
Moi, je veux que mon fils, il est séfarade, il va pas dans une yeshiva où on va lui dire Borour, on va pas lui apprendre des lois ashkénazes. J'aimerais qu'il apprenne des lois séfarades, investir dans l'éducation pour qu'il puisse continuer d'où il vient, pour qu'il soit fier de qui il est, pour que sa maison représente la maison que son grand-père il a connue, que ça soit dans la halakha, que ça soit dans la façon de penser, que ça soit dans tout ce que nous avons une tradition ancestrale, puisse être continuée. Je pense que véritablement, la même façon qu'il y a différents partis politiques de gauche, il y a différents partis politiques de droite, avoir différents partis qui représentent différents juifs avec une différente approche, ashkénaze, chassidique ou séfarade, véritablement, n'ont pas la même approche dans le judaïsme, où nous sommes tous d'accord sur les grands principes, mais comment la transmettre à nos enfants. Il est important que chacun de nous, du peuple juif, se voit et ressemble et sent cette connexion avec son parti pour pouvoir que les enfants, que la vie de tous les jours puisse être véritablement une vie de continuité en ce que j'ai vu, en ce que je vis et ce que mon fils, par la suite, lui aussi va pouvoir voir et connaître et continuer. Merci Rav Kremizi. Vous souhaitiez conclure, Rav Bitton ? Oui, c'est très intéressant parce que finalement, qui a été à l'origine de Chasse et a poussé pour la création de Chasse ? Rav Shach, Rav Ashkenaz. Qui a poussé Rav Ovadia Yosef à se présenter au grand rabbinat ? Rav Eliashiv. Donc il faut comprendre qu'il y a différentes traditions, mais à un moment donné, les rabbinim ashkénazes ont compris que ce judaïsme sfarade, qui avait été amené en Israël, mais qui avait été complètement victime finalement d'une tentative de destruction sur le plan spirituel et on appelle ça le lumpenprolétariat, c'est-à-dire d'en faire une espèce de sous-prolétariat complètement exploité, écrasé, d'accord ? Et bien finalement, il avait relevé la tête à un moment. Et ils ont compris que finalement, il y avait plein de traditions. Et ce sont des rabbinim ashkénazes qui ont poussé à la création d'un parti séfarade et qui ont poussé finalement à l'émergence du monde séfarade. Alors les séfaradim aussi ont poussé. Il y avait des traditions. Et comme l'a dit Rav Kremizi, il faut se rappeler que finalement, tout au long des âges, depuis 2000 ans, différentes traditions sont apparues dans le peuple juif. Et donc tout à fait normal qu'à l'heure du rassemblement des exilés ici en Israël, chacun finalement puisse avoir ses propres réseaux scolaires, et donc aussi cette population qui a conscience de son identité, et en même temps conscience d'appartenir à un ensemble plus large. Et donc finalement, la vie politique israélienne permet ça. Elle permet, et ce serait dommage de s'en priver, elle permet à des gens qui ont des traditions différentes, mais finalement des objectifs communs, d'avoir finalement chacun leur représentation politique et puis finalement aussi leur réseau socio-éducatif. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand les Gdolim se réunissent sur des grands principes, et que finalement il s'agit du Shabbat, qu'il s'agit de la Kashrut, il s'agit aussi de cet amour du peuple juif, de transmettre, finalement ils se retrouvent. Vous voyez, et c'est ça, je pense que le message, parce qu'on a parlé de la vie politique, par définition, la vie politique, elle nous divise un peu, elle oppose. On a parlé de choses ici qui sont parfois un petit peu anguleuses. Mais il faut quand même se rappeler que quand on amenait un enfant à Rav Shach, quand on amenait un enfant à Rav Ovadia Yosef, qu'il soit ashkénaze ou sfarade, et voilà, cet enfant, il vient d'un milieu où il n'a pas appris grand-chose, et là maintenant, il pleurait. Ils fondaient. Ces mêmes personnes qu'on avait connues tellement taquives, tellement parfois dures dans leur discours, offensives, ou qui parfois menaient des batailles politiques, devant un enfant, ils fondaient. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et ce n'est pas un paradoxe. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle c'était des lions et ils se sont battus, c'est parce que quand ils voyaient un enfant juif, ils voyaient une âme. Et en chaque juif, ils voyaient l'âme. Et en chaque juif dans le monde, mais en chaque juif notamment qui vit ici en Eretz Israël, il voit une âme qu'il faut défendre et qu'il faut développer et qu'il ne faut pas laisser s'égarer. Voilà. Donc c'est ça finalement cet objectif. Ça explique à la fois la variété, parce qu'il y a des traditions, mais ça explique aussi finalement qu'il y a un souci commun qui est de faire que le Am HaYoshev à Sion, ce peuple-là qui réside ici à Sion, il ait accès à sa neshama, à son moi profond, qui est la Torah du Mont Sinaï. C'est son moi profond. Et la question subsidiaire pour terminer, mais quel est le message que doivent faire passer ces religieux à une population, à une partie de la population aujourd'hui, pas une question de laïcité, mais presque athée finalement, juif mais athée. Comment se réinclure, quoi ? Vous êtes juif, et ça n'est pas pour rien que vous êtes venu en Israël. Le mouvement sioniste a hésité entre l'Ouganda et Eretz Israël. Il a choisi Eretz Israël, et parce que c'était la terre qui était inscrite dans le Tanakh. Ça n'est pas un hasard. Donc réfléchissez bien. Les fondateurs de cet État étaient des gens qui ont retenu une mitzvah et qui en ont ignoré 612 autres. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'être un petit peu cohérent ? Donc intéressez-vous à votre judaïsme. En tout cas, nous, on est là, et nous, on prie pour vous, et nous, on pense à vous. On pense à la fois à votre neshama et en même temps à votre subsistance. Voilà. Je pense que il faut savoir
parler un langage qui est un langage d'affection et d'amour, mais en même temps un langage de vérité. Parce que c'est ça l'amour dans le judaïsme. On va aimer quelqu'un, on va voir ce qu'il y a de beau et de merveilleux en lui, on va voir le diamant qui est en lui, mais en même temps, on va lui dire attention, il y a une histoire, l'histoire a un sens, il y a des valeurs. Les choses ne sont pas ce qu'on appelle efker, elles ne sont pas comme ça, en nue propriété. Tu n'es pas là par hasard. Voilà, donc il faut toujours être sur ces messages-là. Rav Bitton, Rav Kremizi, merci beaucoup de votre participation à cette nouvelle édition de Rabbin dans la Cité. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Kol Tuv. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.